Fois à toute l'organisation et au bureau de la TOC pour cette très sympathique invitation et me permettre une nouvelle fois de m'adresser à vous à la suite de ce programme marathon qui a été particulièrement dense ce matin. Et je vais essayer de ne pas être trop long pour vous parler des dystrophies cornéennes héréditaires, parce que c'est un sujet bien évidemment qui peut très vite devenir rébarbatif et catalogue. Donc l'intérêt, c'est surtout l'évolution de la classification des dystrophies cornéennes, parce que lorsqu'on commence, qu'on est jeune interne, jeune résident, on a du mal à se rappeler toutes ces différentes formes de pathologies, souvent assez proches au niveau cornéen. Donc le message, c'est comment s'y retrouver. Alors la définition d'une dystrophie, si on remonte aux premières descriptions cliniques des dystrophies cornéennes, notamment par Gounod, au XIXe siècle, c'est une atteinte héréditaire qui affecte les cellules, les tissus et les organes. Donc ça, c'est déjà une base. Mais si on raffine un petit peu, les dystrophies cornéennes, elles sont typiquement familiales. Manque de chance, la plus fréquente, les dystrophies de la membrane basale, elles ne sont pas familiales, elles sont sporadiques. Typiquement décrites comme bilatérales, symétriques, lentement progressives, là aussi, malheureusement, vous avez par exemple la dystrophie postérieure polymorphe, qui est jamais unilatérale et pas progressive. Et typiquement décrites sans lien avec des facteurs environnementaux ou systémiques chez le patient. Là aussi, encore une exception, la dystrophie microcristalline de Schneider peut être liée à des hypercholestérolémies. Donc vous voyez que ces définitions initiales laissaient franchement à désirer et qu'elles n'étaient pas exemptes d'exclusion. Donc d'où l'intérêt de décrire plus précisément et de proposer une classification plus appropriée pour ces dystrophies cornées. Et finalement, ce sont des travaux assez récents. Vous voyez, c'est le groupe international sur la génétique oculaire qui a décidé en 2003 de mettre en place une classification internationale des dystrophies cornéennes. Et là aussi, une femme, Jane Weiss, de la Nouvelle-Orléans, a été chargée de nettoyer, de mettre en place, d'ordonner la classification des dystrophies cornéennes et pour donner ce qu'on appelle l'IC3D, la classification internationale des dystrophies cornéennes. Donc cette classification, vous voyez, qui est assez étoffée, reposait initialement sur l'anatomie du tissu cornéen, c'est-à-dire les différentes couches, l'épithélium, la membrane de Bowman, les dystrophies stromales, les dystrophies de Descemet. Cette première classification, qui remonte à 2008, donc 5 ans après les travaux initiés, classait chaque dystrophie selon un niveau de preuve en 4 échelons. Vous voyez, une catégorie 4, où on pense que la dystrophie, elle est suspectée, qu'il y a très peu de cas, jusqu'à un niveau de preuve beaucoup plus élevé. La catégorie 1, où en fait on a une description clinique caractéristique, et notamment qui est reliée à un gène bien précis. Néanmoins, la problématique de cette... c'est un peu comme le DIUS, c'est un peu comme la sécheresse, ça a évolué. La problématique de cette dystrophie, c'est que les dystrophies ne suivent pas forcément l'anatomie de la cornée. Il y a des dystrophies qui sont épithéliostromales, par exemple, et la première version de la dystrophie, qui reposait uniquement sur les couches cornéennes, laissait à désirer et ne permettait pas de classer certaines de ces pathologies-là. C'est pour ça qu'en 2015, une nouvelle version a été proposée, toujours l'idée par Jane Weiss, avec cette fois-ci une classification pas clinique, mais anatomoclinique, avec par exemple, l'exemple parfait, c'est les dystrophies épithéliales et sous-épithéliales. Une classification qui repose, vous voyez, pas forcément uniquement sur l'anatomie, mais également sur la génétique, avec les dystrophies antérieures liées au TGF-bêta-I, les dystrophies stromales, le groupe classique, et enfin les dystrophies endothéliales. Donc c'est cette classification-là qui, depuis 2015, régit la distribution, la classification des dystrophies cornéennes et qui a l'avantage d'être logique et relativement intuitive. Un autre outil qui a permis également d'affiner cette classification, c'est la microscopie confocale in vivo. La microscopie confocale in vivo, c'est l'évolution d'un appareil initialement destiné à l'analyse de la rétine, un peu avant l'ère de l'OCT finalement, et de la papille, la HRT, sur lesquels a été, finalement, c'est un peu la deuxième vie de cet appareil qui est tombé en désuétude, qui a été supplanté quand même effectivement par la technique d'OCT, SwepSource notamment actuellement. Et en ajoutant un module, ça permet d'obtenir vraiment une image histologique in vivo chez le patient, au prix d'un dispositif contact, pas forcément évident à diffuser et à utiliser, et relativement peu diffusé encore malgré tout. Néanmoins, à partir de ces observations, ont été publiés des véritables atlas qui permettent d'affiner encore plus le diagnostic clinique des dystrophies cornéennes par de l'imagerie
confocale. Et en plus, bien sûr, on bénéficie de l'OCT maintenant dans la classification des dystrophies cornéennes. Et l'ensemble de ces éléments permettent, en associant la clinique, d'analyser plus finement les dystrophies cornéennes que ce que nous connaissions jusqu'à maintenant. Un bref panorama, je vais essayer de ne pas être soporifique, sur les différents types de dystrophies cornéennes. Et bien évidemment, on va commencer par les dystrophies épithéliales et sous-épithéliales. Ce sont certainement les plus fréquentes, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt sporadique, c'est rarement héréditaire. Ce sont les dystrophies de la membrane basale, donc la fameuse dystrophie de Kogan, avec l'aspect en carte de géographie, les empreintes digitiformes lorsqu'on dilate la pupille du patient, ou l'aspect de microkystes intraépithéliaux, très souvent asymptomatiques, rarement symptomatiques, se décrivant par des crises de kératalgie récidivantes qui peuvent nécessiter des traitements locaux, instrumentaux, voire par photokératectomie thérapeutique. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect. En microscopie confocale in vivo, vous voyez sur l'image en haut à droite, on voit directement des hyperréflectivités dans les couches basales de l'épithélium qui correspondent en fait simplement au fait qu'on observe une membrane basale qui est délaminée et qui multicouche et qui va s'enrouler sur elle-même. C'est ça que l'on voit en microscopie confocale in vivo, c'est cet enroulement de la membrane basale sur elle-même qui va constituer les microkystes. Et là aussi, on est aidé par l'OCT, alors parce que malheureusement la définition n'est pas très bonne, mais on voit sur l'image du bas, en fait, des dédoublements de la membrane basale, et sans aller aussi loin dans la complexité d'examen que la microscopie confocale in vivo, en OCT, on peut tout à fait voir les anomalies de la membrane basale qui témoignent de la physiopathologie et des conséquences anatomiques de cette pathologie, bien évidemment bénigne, mais qui peut être source de douleurs récidivantes pour les patients. Une variante, une cousine, la dystrophie de Meesmann, un peu plus rare, celle-ci. Typiquement observée chez les porteurs de lentilles. Assez rare finalement, assez difficile à diagnostiquer, pas forcément évident de faire la différence entre les kystes de la dystrophie de Meesmann et ceux de la dystrophie de Kogan. Là aussi, on a une aide grâce à la microscopie confocale in vivo, où on va voir ces hyperréflectivités dans les couches basales de l'épithélium. En OCT, on va observer, des fois le distinguo n'est pas si évident que ça par rapport à la dystrophie de Kogan, mais on a une hyperréflectivité, vous voyez, des couches basales de l'épithélium, juste au-dessus de la membrane de Bowman. Donc ça peut nous aider, vous voyez, on n'a pas du tout le même aspect de pli en microscopie confocale in vivo, mais finalement on a une image de ces fameux microkystes qui contiennent un matériel relativement indéterminé encore à l'heure actuelle dans les couches basales de l'épithélium. C'est rarement symptomatique, essentiellement des kératalgies aussi. Et ça s'atténue généralement à l'arrêt du port de lentilles. La dystrophie de Lich, également rare, cet aspect peigné, localisé de microvésicules stromales. Là aussi, on a une image tout à fait caractéristique en microscopie confocale in vivo, c'est-à-dire vous avez des cellules avec un cytoplasme hyperréflectif et un noyau hyporéflectif, qui est tout à fait typique de la pathologie. L'aspect OCT est aussi très particulier, avec un aspect de zone d'ombre, vous voyez, au niveau des zones où la dystrophie de Lich est présente, avec des bords abrupts de cette anomalie au niveau de l'épithélium, avec un effet d'ombre postérieure. Donc tout à fait typique en imagerie, et ça aide bien évidemment au diagnostic. On va passer aux dystrophies un petit peu plus postérieures, et donc comme je l'ai dit, on n'est plus forcément sur l'anatomie, mais là on est sur une définition génétique. Ce sont les dystrophies antérieures liées aux mutations du TGF-bêta-I. Le TGF-bêta-I, qu'est-ce ? Le TGF-bêta-I, ou anciennement appelé Big H3, c'est un gène qui code pour une protéine qui s'appelle la kératoépithéline, qui a un rôle dans la matrice extracellulaire qui va s'agréger aux molécules de collagène 2, 4 et 6 pour permettre la migration des cellules au niveau de la surface stromale, et également des kératocytes. Lorsqu'il y a une mutation de ce gène, il va y avoir une modification de la forme de la protéine, et cette protéine va s'accumuler dans le cytoplasme des cellules et va généralement se traduire par des aspects granulaires, des dépôts granulaires dans le stroma. Ce gène, la mutation de ce gène est impliquée de nombreuses dystrophies cornéennes. Comme vous le voyez, une simple mutation sur 2 acides aminés, en 124 et en 125, vont donner un tableau aussi varié que les dystrophies de Grillagé, les dystrophies granulaires, les dystrophies de type Thiel-Behnke ou la dystrophie d'Avellino, encore un petit peu plus rare. Donc vous voyez, une simple mutation d'un seul acide aminé sur une protéine va donner un spectre très varié, mais toutes ces dystrophies ont une racine commune, la mutation du Big H3 ou TGF-bêta-I.
une des plus décrites. Hein. Alors, le problème, c'est que 4 auteurs ont décrit à peu près la même maladie au même moment. Hein. C'est ce qui a pas mal complexifié les choses. Donc, la première variante, c'est la dystrophie de Rice-Buchler. La dystrophie de Rice-Buchler, qui généralement va commencer de manière superficielle, va s'approfondir dans le stroma, va aller jusqu'au limbe en fonction de l'évolution, va se manifester en microscopie confocale in vivo de manière tout à fait caractéristique, avec des plaques hyperréflectives, et avec des bords extrêmement déchiquetés, crénelés. Et, on va voir la variante immédiatement après, où on voit tout de suite la différence. Et là aussi, l'OCT de sémentaire confirme la position antérieure, stromale antérieure, de la dystrophie de Rice-Buchler, avec un épaississement au niveau de la membrane d'Hoffmann relativement régulier. La variante, c'est celle-ci, la dystrophie de Thiel-Behnke, et c'est peut-être celle qu'on observe le plus souvent, finalement, avec l'aspect classique en rayon de miel, qui ne s'étend pas jusqu'au limbe, hein, il y a un intervalle libre. Et vous voyez la différence par rapport à la véritable Rice-Buchler en microscopie confocale in vivo, où on a ce qu'on appelle un aspect de shadowing, c'est-à-dire vous avez une ombre sur le bord des hyperréflectivités qui sont beaucoup plus arrondies, beaucoup moins déchiquetées. Par contre, l'aspect en OCT il est tout à fait caractéristique avec cet aspect en dents de scie, hein, qu'on n'a pas sur la Rice-Buchler. Vous voyez où c'est beaucoup plus régulier. Et finalement, c'est plutôt la Thiel-Behnke qu'on observe. Donc ce sont des variantes de la même pathologie décrites par ces 4 auteurs au XXe siècle. Les dystrophies grégées, la plus fréquente, la plus facilement reconnaissable, hein, elle aussi liée à une mutation de la kératoépithéline. Donc l'aspect en microscopie confocale il est tout à fait lié à ce qu'on voit directement sur l'œil du patient, hein, l'aspect de fibrille dans le stroma. Et on va retrouver en OCT des opacités à différents degrés, à différentes profondeurs, en fonction du stade d'évolution de la pathologie. Bon, celle-ci, généralement, elle ne pose pas de difficultés cliniques particulières, c'est plutôt sur le plan génétique où elle est extrêmement polymorphe. Et il y a de nombreux modes de transmission qui existent pour cette dystrophie. Dystrophie granulaire, hein, un patient sur 80 000, assez rare, mais on en observe. Donc là aussi, le distinguo clinique n'est pas forcément simple. La dystrophie granulaire de type 1, hein, classique, hein, ce sont les fameux flocons de neige, ce qu'on appelle la neige propre, hein, c'est-à-dire ce sont des flocons en pop-corn, séparés par des intervalles de cornes éclairs. Microscopie confocale va confirmer la présence de ces hyperréflectivités dans le stroma, sans particularité qui attire l'attention, en termes de description. Et l'OCT, là aussi, qui va confirmer la profondeur des opacités, des dépôts de granulaires qui vont être de plus en plus profonds en fonction de l'évolution de la pathologie. La variante, hein, la cousine, c'est la dystrophie d'Avellino. La dystrophie d'Avellino, elle associe les caractéristiques de la dystrophie grillagée à la dystrophie granulaire, initialement limitée à un certain groupe génétique, hein, de la vallée d'Avellino en Italie, dont beaucoup ont émigré aux États-Unis, ce qui explique qu'on a une fréquence plus élevée aux États-Unis de cette pathologie-là, qui a pour caractéristique de ne pas du tout aimer les traitements laser. Là, je reviens un petit peu, non, voilà. Dans le sens que cette dystrophie, il ne faut surtout pas la traiter par PTK, par exemple, parce qu'au contraire, vous allez avoir une exacerbation des signes et arriver à ce type de cicatrice. Alors, en microscopie confocale, par rapport à la granulaire précédente, où il n'y avait pas d'aspect vraiment caractéristique, là, on a une hypereffectivité diffuse, vraiment granulaire, tout à fait caractéristique de la dystrophie d'Avellino, et on observe une atteinte relativement antérieure, avec là aussi un aspect qui peut être un peu en dents de scie. Donc la dystrophie d'Avellino, ça peut être une préoccupation en chirurgie réfractive, notamment aux États-Unis, et on va voir pourquoi certains outils ont été développés pour la diagnostiquer, plus particulièrement celle-ci. Enfin, les dystrophies stromales. Donc on va retrouver d'autres variantes encore, avec la dystrophie maculaire, hein, qui est la plus sévère, qui est pratiquement la seule qui est autosomique récessive. C'est assez simple, finalement, en dehors de la dystrophie grégée. La génétique des dystrophies, hein, la plupart sont dominantes. La maculaire, qui est la plus sévère, la plus rare, et la plus excitante et récessive. Pas d'aspect caractéristique en microscopie confocale in vivo. Paradoxalement, on retrouve quelques aspects fibrillaires. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'elle touche l'ensemble des couches cornéennes. Donc c'est peut-être une des pathologies stromales pour lesquelles la greffe lamellaire antérieure profonde n'est pas forcément intéressante parce qu'on a une atteinte des kératocytes présents dans la membrane de Descemet et on peut avoir des récidives assez précoces sur des greffes lamellaires sur ce type d'atteinte. Donc c'est l'aspect porcelaine, hein, dépoli, bilatéral, et bien sûr très préoccupant sur le plan du pronostic visuel, d'autant que les récidives sont fréquentes, même après greffe de cornée. La dystrophie de Schneider, alors elle est intéressante, elle est généralement peu sévère, elle a un phénotype assez intéressant, dans le sens que l'aspect est conditionné par l'âge du patient. C'est une famille qu'on avait eue dans le service il y a quelques années, où on avait
la mère, le fils et la fille à différents âges, et on avait tout à fait les 3 aspects cliniques décrits. C'est-à-dire que ça peut commencer par un aspect microcristallin, ça c'est le premier aspect qu'on va observer, plutôt chez le patient jeune, aux alentours de 20 ans. Manque de chance, la dystrophie microcristalline de Schneider, des crimes microcristaux sont présents que dans 50% des cas, donc la dystrophie microcristalline peut ne pas être microcristalline. Puis ensuite va apparaître l'aspect de gérontoxon, un peu plus tard, vers la quarantaine. Et puis enfin, l'opacification centrale en sucre poudre, en sucre glace, comme on l'appelle. Là, la microscopie confocale est caractéristique, avec cet aspect microcristallin qu'on va retrouver dans le stroma. Et puis bon, l'aspect en OCT qui montre une fibrose antérieure qui est totalement aspécifique. Elle peut être liée à des hypercholestérolémies, celle-ci. C'était une exception à des définitions initiales. Et enfin, les dystrophies endothéliales, donc cliniquement relativement simples, généralement, j'ai plus de... Voilà. La dystrophie de Fuchs, bien évidemment, c'est presque du quotidien. Alors, le seul intérêt de la microscopie confocale, c'est de donner ces belles images. On voit bien la répartition des gouttes et des cellules qui persistent entre les gouttes. Et puis l'aspect OCT qui peut montrer cet aspect d'épaississement endothéliodesmétique. Mais bien évidemment, la clinique est essentielle. La microscopie spéculaire remplit tout à fait son rôle dans cette pathologie-là. Les variantes, la dystrophie postérieure polymorphe, alors là, oui, l'aspect, la microscopie confocale est intéressant parce que ça va véritablement mettre en évidence cette fameuse vésicule, dont la description est toujours pas évidente. On voit bien que ce n'est pas une goutte, que c'est une lacune, en fait, au niveau endothéliodesmétique, avec un aspect généralement de matériel qui se présente dans cette lacune, qui correspond finalement à un endroit où l'endothélium n'est plus un endothélium, mais se comporte comme un épithélium, c'est-à-dire des zones adjacentes où vous avez un endothélium pluristratifié, juste adjacent à un endothélium tout à fait sain. Donc ça, c'est la caractéristique de la postérieure polymorphe, généralement peu évolutive, sauf les formes précoces chez les enfants qui peuvent éventuellement se décompenser secondairement, mais la plupart du temps, c'est un diagnostic par accident. On va avoir cet aspect de rail tout à fait caractéristique à l'examen clinique. Alors que retenir? Ce sont des pathologies peu fréquentes, à part la dystrophie de la membrane basale, qui a pu être retrouvée dans certaines séries jusqu'à 20% des patients en consultation. La plupart du temps, elle est asymptomatique. La plupart ont une fréquence de l'ordre de 1 sur 80 000. Symptomatologie simple, soit ça fait mal, soit ça fait baisser la vue. Celles qui font mal, généralement, sont peu sévères et peuvent se traiter par des traitements laser de surface. Celles qui sont indolores, mais sont potentiellement sévères sur la vue. La génétique, elle est en évolution permanente. La plupart du temps, il n'y a pas un seul gène. Il y a différentes mutations de différents gènes qui peuvent aboutir au même phénotype. C'est ça la problématique. Le diagnostic il est essentiellement biomicroscopique. C'est pour ça qu'il faut retenir cet atlas tout de même en tête. Mais de nouveaux outils sont disponibles. Et ces nouveaux outils, ce sont, par exemple, la microscopie confocale in vivo, avec des atlas maintenant qui sont publiés, qui permettent de relier l'observation clinique à un aspect paraclinique si on a un doute, si l'aspect n'est pas tout à fait typique. Et on l'a vu qu'entre des variants tels que la Reisbuckler ou la Thiel-Behnke, la différence, elle est ténue, mais on a des choses tout à fait différentes lorsqu'on explore le tissu en lui-même. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'Avellino, par exemple, qui peut être un problème aux États-Unis, avec une fréquence qui a été retrouvée de dystrophie d'Avellino chez un patient sur 1000 après chirurgie réfractive. Et comme je vous l'ai dit, cette dystrophie, elle n'aime pas du tout le traitement laser. Et c'est pour ça qu'a été développé un test génétique extrêmement simple, un écouvillonnage buccal. Vous envoyez le kit au laboratoire et vous avez une réponse si votre patient est à risque ou pas d'avoir une dystrophie d'Avellino. Ça, ce sont les joies de la génétique et des migrations des peuples au cours des siècles. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et qu'on voit sur les stands des congrès américains. Chez nous, en tout cas, du fait de la réglementation, il n'y a pas d'agrément pour ce type de test génétique. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop...